Bonjour à tous, cette vidéo est sûrement la plus importante depuis le début de la série. Je vous recommande donc fortement de la regarder jusqu'au bout si vous voulez comprendre un peu mieux comment fonctionne SwiftUI. Nous aborderons l'identité, qui est un des fondements pour comprendre comment SwiftUI perçoit votre code. Cet épisode sera un petit peu spécial car il est 100% théorique. J'ai préféré adopter ce format pour d'abord que vous compreniez le pourquoi on fait ça, avant que vous compreniez le comment on le fait dans le prochain épisode qui sera sur le for each. Allez, commençons par redéfinir le sens d'identité que nous allons utiliser. Nous parlons d'identité pour définir un ensemble de données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un, ou dans notre cas, quelque chose. Allez, je vous emmène dans ma cuisine pour vous expliquer ça. À la maison, comme beaucoup je pense, il nous arrive parfois de mettre de la nourriture dans des petits récipients pour les conserver et surtout pour essayer d'avoir une cuisine à peu près ordonnée. Ici, nous avons deux pots de confiture dans lesquels nous avons de la farine et du sucre glace. Si vous avez un doute, je vous confirme que ces pots sont strictement identiques par leur apparence. Du coup, comment faire pour savoir où est le sucre glace et où est la farine? Parce qu'on est d'accord, si je veux faire des crêpes, il ne faut pas que je me trompe en mettant du sucre à la place de la farine. Pour ça, heureusement, c'est moi qui les ai rangés et j'ai mis la farine à gauche et le sucre à droite. Je peux donc les identifier par leur position. Même s'ils posent vide, ce qu'on appelle en programmation un changement d'état, je sais que ça reste le pot de farine. En SwiftUI, c'est ce qu'on appelle l'identité structurelle. En fonction de la position des éléments dans vos vues, SwiftUI est capable de les identifier. Se baser sur l'identité structurelle fonctionne parfaitement si nous sommes certains que le pot de farine restera à gauche et le sucre glace à droite. Disons maintenant que quelqu'un d'autre fasse un dessert à la maison en mon absence. Utilise le sucre glace et en les reposant, inverse les deux positions. À ce stade, je ne suis plus capable de formellement identifier les deux différents pots, car leur position a changé. Ce qui peut conduire à un drame, parce que si je veux faire un cake salé et que je mets du sucre à la place de la farine, je pense qu'on va être bon pour commander des pizzas. Du coup, le moyen qu'on a trouvé pour formellement identifier les différents pots, c'est de mettre une petite étiquette dessus tout simplement. En SwiftUI, c'est ce qu'on appelle expliciter l'identité. Pourquoi c'est important que SwiftUI puisse identifier des vues? Depuis le début de la série, nous avons fait des vues statiques qui n'évoluent pas en fonction des différents états. Mais une application, c'est quelque chose de dynamique qui va évoluer en fonction des interactions avec l'extérieur. Par exemple, vous pouvez vouloir qu'un bouton change d'apparence si l'utilisateur clique dessus. Vous pouvez voir que le changement d'apparence est animé par SwiftUI pour rendre la transition plus fluide et esthétique. SwiftUI peut faire ça automatiquement car il a identifié structurellement qu'il s'agit de la même vue, du même bouton qui ne fait que changer d'apparence en fonction de l'état. Maintenant, il existe des fois où SwiftUI a besoin de votre aide pour identifier les vues car il ne peut pas identifier les éléments grâce à leur position. Typiquement ici, nous avons une to-do list. Swift, tableau, closure, etc. Tout ça, ce sont différentes tâches mais surtout différentes vues. Je peux déplacer l'ordre de mes différentes tâches avec le drag and drop. Ici, j'ai déplacé la vue if-else pour la mettre tout en haut de ma liste. Elle n'a plus la même position, pourtant il s'agit bel et bien de la même vue. Avec le même principe, si maintenant je veux ordonner mes tâches par date de création, je change donc leur position dans la liste, mais SwiftUI est capable d'identifier quelle vue est laquelle pour ainsi les déplacer en effectuant une transition. Je vais insister avec un autre exemple. Imaginez que vous souhaitiez développer l'interface qui affiche une liste d'amis sur un réseau social. Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible d'écrire des lignes de code à chaque fois qu'un ami se connecte, qu'un ami est ajouté ou supprimé. Vous allez la plupart du temps récupérer des données depuis l'extérieur, les décoder, les insérer dans un tableau et SwiftUI va faire une boucle sur ce tableau de données et à chaque itération va générer la vue que vous aurez définie à partir de ces données. Encore une fois, on comprend vite que là, l'identité structurelle n'est pas fiable. Comme on l'a dit, l'ordre n'est pas fixe. Un ami peut se connecter, être supprimé ou être ajouté. SwiftUI va donc à ce moment-là vouloir utiliser les données du tableau et à chaque itération associer la donnée à l'identité d'une vue. Mais ça, il ne va pas pouvoir le faire sans vous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui garantit que la donnée sera unique? On peut très bien avoir, dans notre exemple, deux Paulines qui viennent de Lille. Bon, c'est sûr que c'est un exemple très simple, mais SwiftUI ne pourra plus savoir laquelle Pauline est laquelle Pauline, ce qui peut donc à nouveau conduire à des comportements inattendus.
Vous devrez en amont intervenir dans le code pour lui dire sur quelle propriété se baser pour donner une identité à la vue. Il y a deux façons de faire ça que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, mais je vais vous en expliquer une parce qu'elle demande d'appréhender un nouveau concept. On peut permettre à SwiftUI d'identifier clairement une donnée et ainsi la lier à la vue en faisant nos types se conformer au protocole identifiable. Alors là, j'ai sorti le grand mot protocole. Mais qu'est-ce qu'un protocole ? Dans le Larousse, on peut lire que c'est un ensemble de règles et de conventions établies. En Swift, on utilise et définit des protocoles pour fixer des règles auxquelles nos types concrets, comme les structures, énumérations et classes, peuvent souscrire. Les protocoles feront l'objet de plusieurs vidéos dédiées, mais je dois vous donner un exemple pour que vous compreniez le concept. Concentrez-vous sur le sens et non l'exécution et le pourquoi. Disons que je définisse un protocole que j'appelle motorisé pour définir plusieurs règles. Je vais définir pour l'exemple que tout ce qui se conforme au protocole motorisé doit avoir une propriété type de carburant et une méthode faire le plein. Maintenant, si je définis des types, je peux les faire se conformer à ce protocole. Par exemple, si je définis une struct voiture en écrivant deux points motorisés après le nom, j'indique à Swift que je veux que le type voiture se conforme à motorisé. Si je laisse tel quel, je vais avoir un message d'erreur du compilateur qui m'indique que je n'ai pas respecté les règles établies par mon protocole. Effectivement, mon type voiture doit avoir une propriété type de carburant et une méthode faire le plein. Si je l'ai défini, voiture se conforme bien au protocole motorisé. On peut définir plusieurs types concrets qui se conforment à ce protocole, comme par exemple tracteur. Mais à quoi ça sert du coup ? Ça sert à rendre notre code plus performant, à mieux l'organiser et à rendre la logique plus consistante. Ici, nous sommes sûrs que toutes les instances qui se conforment au protocole motorisé, que ce soit des tracteurs ou des voitures, peuvent faire le plein. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un protocole, pourquoi a-t-on besoin du protocole identifiable dans SwiftUI ? C'est parce qu'il nous permet de fournir une notion stable d'identité à une donnée. Le protocole identifiable impose au type qui se conforme à lui d'avoir une propriété ID. Bien évidemment, pour que ce soit stable, il faut que vous passiez à cette propriété une valeur unique. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème, et si vous êtes curieux, je vous laisse vous référer à la documentation. Moi, je vais vous présenter la première que conseille Apple, qui est d'utiliser un UUID. Mais qu'est-ce que c'est un UUID ? Décidément, on apprend plein de choses dans cette vidéo. UUID vient de Universal Unique Identifier, soit littéralement identifiant unique universel. C'est un identifiant généré aléatoirement, composé d'environ 30 caractères qui peuvent être soit des nombres, soit des lettres. On dit que cet identifiant est unique car il y a 5,31 fois 10 puissance 36 possibilités de combinaison. Ça ne vous parle pas ? Sachez que c'est plus que le nombre estimé de bactéries présentes sur la Terre. Et si votre but c'est d'essayer d'avoir 2 UUID uniques, il faudrait que vous génériez 1 milliard d'UUID par seconde pendant 85 ans pour avoir seulement 50% de chance d'y arriver. Voilà pourquoi je vous conseille, mais surtout Apple, d'utiliser cette approche. Voyons à quoi ça ressemble dans du code. Ici, nous avons une structure utilisateur qui a deux propriétés, prénom et nom. Nous voulons qu'elle soit formellement identifiable, donc on la fait se conformer au protocole identifiable. Nous devons donc maintenant déclarer une propriété ID et pour ça utiliser une constante. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'identité de la donnée. Vous ne voulez pas qu'à un moment donné de votre programme, on change sa valeur quelque part. Donc on n'utilise ni une variable stockée, ni une variable calculée, parce que même si on ne peut pas la changer, elle sera recalculée à chaque fois que SwiftUI recalculera le body de la vue. Vous pouvez directement passer par défaut une instance du UID, comme ça vous n'avez plus à vous en occuper. Maintenant que vos données se conforment au protocole identifiable, SwiftUI utilisera automatiquement la propriété ID de la donnée pour définir l'identité de la vue. Mais ça, nous le verrons au prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à vous parler de cette notion. Le développement, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que tous les jours, on va devoir apprendre de nouvelles choses. Bien évidemment, parfois, en fonction de notre humeur, ça peut nous faire peur et même être démoralisant de se dire, mais en fait, tous les 6 mois, je vais devoir me remettre en question et réapprendre de nouvelles choses. Ne vous inquiétez pas, vous ne saurez jamais tout sur tout et on ne vous le demande pas. Mais une chose est sûre, c'est que chaque jour, vous serez meilleur que la veille. Allez, à la prochaine.